Bonsoir. L'Espagne, en cette fin 95, est donc à la présidence de l'Union européenne. Et la semaine dernière, je vous ai montré ce pays à la seule échelle de son territoire, de ses reliefs, de son administration. Eh bien, cette semaine, je voudrais la décrire dans son échelle du temps et dans sa dimension mondiale. L'Espagne est riveraine de l'Atlantique, de la Méditerranée, et dispose d'une frontière terrestre avec le Portugal, qui date du XIIIe siècle, et d'une frontière avec la France, dont le tracé a été fixé par le traité des Pyrénées en 1632. Chacune de ces frontières a forgé son histoire passée et va déterminer sa diplomatie présente. Prenons comme référence cette carte de l'Espagne au VIe siècle. Sur la carte, on identifie le royaume des Suèves au nord-ouest et celui des Wisigoths qui règnent sur le reste du pays du 5e au 7e siècle. Eh bien, 711 après Jésus-Christ, c'est une date clé pour l'Espagne, parce que c'est à cette date que les Arabo-Berbères franchissent le détroit de Gibraltar et amorcent la conquête de l'Espagne. En 4 ans, les troupes du califat omeyyade de Damas conquièrent quasiment toute la péninsule. Seules les régions montagneuses des monts Cantabriques et des Pyrénées occidentales échappent aux conquérants qui propagent la nouvelle religion musulmane. Et c'est là, dans le nord du pays, que se forment les premiers bastions des chrétiens réfugiés. La célèbre Reconquista, c'est-à-dire la reconquête du territoire par les chrétiens venant du nord contre les musulmans venus du sud, s'amorce 3 siècles plus tard avec la désagrégation progressive du califat omeyyade de Cordoue à partir de 1031. Face aux dynasties des Almoravides, puis celles des Almohades, cette reconquête en fait n'a rien de continu. Elle est constamment entrecoupée par les rivalités entre les royaumes chrétiens. Elle n'est d'ailleurs pas l'œuvre des chrétiens en général, mais celle des Castillans en particulier. Dans cette période complexe, je crois qu'il faut retenir au moins 2 étapes importantes. L'alliance des royaumes chrétiens contre les Almohades, qui permet la victoire de Las Navas de Tolosa en 1212, c'est un événement décisif de la reconquête qui ouvre la voie vers le sud, et puis la victoire sur le royaume nasride de Grenade en 1492. Cela met un terme à l'occupation musulmane sur le sol espagnol. La reconquête est terminée. Eh bien, 1492, c'est une année majeure en Espagne. Pourquoi ? D'abord, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, Isabelle la catholique, se marient en 1469, et cette union, en mettant un terme à la rivalité Castille-Aragon, fait l'unité spirituelle de l'Espagne par le catholicisme. Cette unité, évidemment, va aider à la reconquête de Grenade en janvier 1492. La même année, l'inquisiteur Torquemada achève l'expulsion des Juifs d'Espagne et Christophe Colomb redécouvre l'Amérique. Et cette redécouverte va propulser l'Espagne à la tête d'un immense empire colonial. Le XVIe siècle va donc devenir le siècle d'or de l'Espagne. C'est son apogée en Europe et dans le monde. D'abord en Europe, Charles Ier devient le nouveau roi d'Espagne. Charles Ier, c'est Charles Quint. Et il va devenir le souverain le plus puissant d'Europe en héritant des possessions de ses parents et grands-parents. Ensuite, dans le Nouveau Monde, l'influence espagnole va se développer. On voit là une carte des continents américains sur lesquels viennent se préciser les contours des conquêtes et des royaumes espagnols pendant plus de 2 siècles. On est à ce moment-là face à une Espagne catholique au fait de sa puissance, conquérante des Amériques au nom de Dieu. Et cette présence espagnole demeure sur l'Amérique latine pendant une longue période de temps, 1600, 1824, avec seulement quelques rectifications de frontières et de statut politique. L'indépendance des colonies américaines en 1824 marque la fin de l'influence mondiale de l'Espagne et le début du repli sur soi. Alors si on fait maintenant une translation entre cette carte historique et la présence de la langue espagnole, on voit l'immense influence de la langue. Il convient simplement d'enlever le Canada, les États-Unis anglophones, le Brésil lusophone, pour avoir les principaux pays hispanophones des continents américains. Alors de cette histoire, on peut donc retenir une Espagne tricontinentale. Tournée vers l'Amérique du Sud, on comprend maintenant pourquoi, tournée vers le monde méditerranéen, à laquelle avant tout elle appartient. De ses relations avec le monde arabe, elle a conservé non seulement la grande mosquée de Cordoue, mais aussi tout l'art mauresque. Et puis une Espagne enfin tournée vers l'Europe, après 3 périodes douloureuses. La guerre civile en 1936-39, les liens avec le fascisme et la période du franquisme qui a pris fin en 1975, soit il y a exactement 20 ans.
Au fond, c'est le règne effectif du roi Juan Carlos, à partir de cette date, qui marque le retour de l'Espagne dans la politique européenne, puisqu'elle devient membre de la CE en 1986. Dernier clin d'œil à l'histoire qu'on peut retenir, l'Espagne a gardé ses petites colonies sur le Maroc, les îles Chafarine, Ceuta, Melilla, en Méditerranée, que réclame le Maroc, et dont elle n'a nulle intention de se défaire. Et en sens inverse, le rocher de Gibraltar, eh bien, il est toujours sous souveraineté britannique. Il a perdu de son importance stratégique et pourtant Londres, ex-grande puissance maritime, n'a pas trop envie de le rendre à l'Espagne, qui le réclame. Alors le sommet de Barcelone de fin novembre 1995 peut renouveler le partenariat euro-méditerranéen. Parce que l'Espagne, vous l'avez compris, est bien placée historiquement et géographiquement pour jouer ce rôle entre monde arabe, monde méditerranéen et Europe. En guise de conclusion, je vous renvoie à cette excellente histoire de l'Espagne, Histoire des Espagnols, de Bartolomé Benassar, qui est édité dans la collection Bouquins. Et puis cette extraordinaire généalogie de l'Europe, extraordinaire par l'approche et par la méthode, qui est très originale, conçue par Pierre Lamaison et qui est éditée chez Hachette. Et je vous en souhaite une bonne lecture.